Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire sur la cuisine végétale. Je suis Elise Battet du Centre culinaire contemporain. Je vais me présenter un peu plus longuement tout à l'heure, mais ce que je vous propose, c'est déjà de m'indiquer si vous m'entendez bien. Vous pouvez via le chat m'indiquer un petit oui ou un petit non. Vous verrez aussi dans la partie chat que vous pouvez poser des questions. Donc pour ça, vous avez soit le module écrire un message, soit le module poser une question. Donc voilà, vous pouvez faire l'un ou l'autre. En tout cas, je vois vos messages. J'ai l'impression que vous m'entendez bien, donc tant mieux. On va attendre un petit peu que d'autres participants nous rejoignent. On attend pas mal de monde pour ce webinaire, donc voilà, je vais attendre une petite minute que tout le monde se connecte. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir pu vous libérer pour cet événement, donc une première pour nous en webinaire. On avait prévu effectivement normalement de nous retrouver tous ensemble ce matin pour un événement voilà, sur la cuisine végétale, mais un événement un petit peu plus long. Je vous détaillerai tout à l'heure le programme initial qu'on avait prévu. On se réadapte, donc on vous propose pas l'intégralité de l'événement parce que voilà, faire en 1 heure ce qu'on a prévu en 4 heures, ça ne va pas être possible. Mais voilà, on va faire un format un petit peu plus compact. Voilà, donc on a encore des participants qui nous rejoignent. Est-ce que tout le monde voit bien où chatter et où poser des questions? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ce que je vous propose aussi, c'est que vous voyez ma photo. Vous avez quelque chose qui s'appelle capsule AV. Vous pouvez en fait cliquer à droite sur accrocher. C'est peut-être déjà fait pour certains, mais ce qui vous permet de ne pas avoir ma photo sur les slides. C'est quand même mieux de voir les slides. On vous entend bien. Merci à tous pour vos retours sur le chat, sur le son. Écoutez, je vous propose de démarrer et puis les participants qui nous rejoindront en cours de route prendront le fil. Alors, donc la cuisine végétale, donc un événement organisé par le Centre culinaire contemporain. Ce que je vous propose, c'est de présenter rapidement ce qu'est le Centre culinaire contemporain, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde ait une vision globale de nos activités. Donc, au Centre culinaire, on fait du conseil en innovation par les usages et la création culinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on accompagne tous les professionnels des filières alimentaires dans l'innovation et l'optimisation de leurs offres. Donc, on accompagne vraiment tout type de clients, que ce soit des porteurs de projets, des PME ou des industriels. On est vraiment à l'écoute de toutes les problématiques de nos clients et on construit des réponses en fait sur mesure. On accompagne avec une méthodologie inspirée du design thinking, avec des phases d'exploration où on va vraiment comprendre les usages, les représentations associées, les attentes. Notre exploration sur la cuisine végétale est une bonne illustration de ce qu'on peut faire dans cette phase-là. Donc, en termes de méthodologie, ça va passer par effectivement du décryptage de tendances, des explorations culinaires autour d'un produit, mais aussi des études qualitatives, des observations. On peut vraiment imaginer plein de choses à cette phase-là, et c'est vraiment du sur-mesure en réponse à chaque problématique qui nous est posée. On retire de cette phase des insights et des territoires d'opportunités forts qu'on injecte dans des phases d'innovation, qui sont des phases de créativité, qui ont pour objectif de générer des idées et d'imaginer des concepts novateurs. Là, on peut imaginer voilà, des workshops qui réunissent toutes les parties prenantes indispensables au projet pour des phases de divergence puis de convergence pour vraiment faire émerger le maximum pas le maximum, mais des concepts les plus qualitatifs possibles. Et puis, on a des phases de prototypage et de test. On concrétise les innovations de nos clients et on valide les expériences utilisateurs. Donc, voilà, ça peut être des prototypages directement en cuisine, ça peut être des tests directement dans les restaurants d'application du centre. Voilà, tout est, encore une fois, du sur-mesure. Et puis, on a une phase de communication pour valoriser les innovations et les produits qu'on a imaginés dans les phases précédentes. Après, on n'est pas obligé de dérouler toute la méthodologie. Suivant les problématiques que vous nous confiez, on peut dérouler telle ou telle phase. Voilà un petit peu pour la présentation générique. Qui est derrière tout ça? Eh bien, c'est une équipe pluridisciplinaire, une équipe qui est composée de chefs de projet et de conseillers culinaires. Donc, vous avez ici une petite représentation
avec nos photos. Et puis, on est vraiment doté d'expertise multimarché, donc RHD, industrie, GMS. Voilà, donc nos chefs ont des casquettes complémentaires. Eric est spécialisé en restauration collective, Émilie en industrie agroalimentaire et Jean-Marie en restauration gastronomique. Et puis Marie-Loïc, moi-même et Ninon, on coordonne vos projets pour répondre au mieux à votre problématique. Et Sabrina, qui manque sur cette slide, excusez-moi, j'ai oublié de la mettre, mais Sabrina, voilà, qui est notre chef d'orchestre sur toute la partie administrative et comptabilité. Voilà pour l'équipe. Et puis, suivant les sujets, l'équipe est renforcée par des experts associés, des sociologues, des facilitateurs, des designers, des photographes, des vidéastes. Et aujourd'hui, pour le sujet du cru, j'ai été accompagnée par deux experts associés qui sont Claire-Marie Lévesque et Dominique Pesson. Aujourd'hui, c'est Claire-Marie qui va être à l'honneur et c'est Claire-Marie qui va vous présenter l'étude sociologique. Donc, je la laisserai se présenter tout à l'heure. Ici, je vous ai remis un petit peu un aperçu de nos clients. Donc, vous voyez, quand je vous disais qu'on accompagnait vraiment tout type de clients, vous avez une belle représentation ici. Alors, les défrichusages, qu'est-ce que c'est? Les défrichusages, on les a lancés en septembre 2019 avec l'objectif de décrypter des thématiques majeures, des thématiques en lien avec les mutations alimentaires actuelles et toujours sous l'angle des usages. Donc, le premier, l'angle des usages qui nous est cher, vous avez pu le voir dans la méthodo que je vous ai présentée. Alors, excusez-moi, j'ai quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas le son. Madame Lallemand, vous n'avez pas le son. Alors, il me semble que les autres m'entendent bien. Je ne sais pas si de votre côté, tout est bien activé. En tout cas, est-ce que pour les autres, le son est toujours OK? Oui, le son a l'air OK. OK, alors, du coup, peut-être, madame, il faudrait que vous vous reconnectiez en essayant de sortir du webinaire et de revenir. Donc, je reprends le fil. Le flexitarisme, c'est le premier sujet qu'on a exploré lors de notre défrichusage du mois de septembre. L'objectif, c'était vraiment d'aller à la rencontre de personnes qui avaient un petit peu modifié leur pratique alimentaire pour bien comprendre ce mode de vie. On a fait un autre défrichusage sur les usages alimentaires des enfants. On a lancé aussi une série de défrichusages sur les cuisines du monde avec en première zone explorée l'Asie du Sud-Est. On a exploré aussi la livraison à domicile qui est actuellement effectivement en plein boom. On pourra y revenir plus largement. Et puis aujourd'hui, on vous propose donc le retour du défrichusage sur la cuisine végétale. Ces événements de défrichusage, donc que ce soit en physique ou en webinar, sont en lien avec la région Bretagne et Rennes Métropole qui participent au financement de ces études. Vous retrouverez l'intégralité de ces études sur notre blog. Je vous parle d'événements. Je voulais juste revenir rapidement sur ce qu'on avait prévu initialement, puisque effectivement le Covid nous a fait nous réadapter, mais initialement on avait prévu donc une conférence suivie d'ateliers, des ateliers sur la lactofermentation, puis sur le chocolat cru et enfin sur les graines germées, suivi d'un buffet. Donc, certains d'entre vous étaient inscrits sur ce format d'événement. C'est vraiment des événements qu'on imagine au centre pour pouvoir aborder la thématique sous différentes facettes et puis, bien entendu, mettre les usages et le culinaire à l'honneur. Via ce webinaire, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, on a décidé de se concentrer aujourd'hui uniquement sur une partie de ce qu'on devait vous présenter pendant la conférence. Voilà, donc la cuisine végétale, c'est un sujet qui nous a intéressés. On s'est rendu compte que le cru, effectivement, était une tendance montante. Et on a fait un état de l'art pour un petit peu creuser le sujet, l'appréhender un petit peu plus en détail, et identifier les études existantes sur le sujet. On a fait une veille pour identifier comment cette offre était présente en GMS et on s'est rendu compte qu'effectivement, ça avait tendance à augmenter, l'offre se développait de plus en plus. Une étude sémiologique a été réalisée pour comprendre la notion. Ça veut dire quoi? La cuisine, l'alimentation vivante. Il y a plein de notions qui sont derrière le cru. Donc, on a essayé vraiment de les décoder. Et puis, on a décodé aussi les offres du marché. Ensuite, on a observé, on a essayé de comprendre les usages et les pratiques au quotidien des consommateurs en allant à la rencontre de consommateurs. Alors, on me pose une question sur aurons-nous le document de webinar? Oui, vous aurez effectivement un e-book qui va être publié sur le blog dans l'heure. Je vous enverrai les éléments. Voilà, je réponds en live à certaines questions. C'est cette étude qualitative que l'on va vous présenter aujourd'hui.
Euh, c'est un premier webinar. On va peut-être estimer le besoin d'en refaire un autre si on a envie de creuser des aspects. En tout cas, n'hésitez pas à nous le dire. En tout cas, aujourd'hui, voilà, on va prendre un petit temps pour parler de cette étude qualitative. Cette étude qualitative, elle a eu comme clé d'entrée la consommation de crues végétales. On a été à la rencontre de 8 consommateurs, donc une partie a été interviewée à leur domicile, avec une variété de situations de vie, de composition de foyer, de profession, d'âge et puis aussi de région. C'est vraiment une étude qui s'est voulue France entière. Et notre objectif, c'était d'étudier les pratiques de consommateurs disant privilégier le cru végétal ou en intégrer une partie importante dans leur alimentation. Et on a estimé que cette part importante, c'était au moins 60%. Voilà. Suite à ces entretiens qualitatifs, on a été à la rencontre de professionnels qui étaient donc le restaurant qui s'appelle Brocoli à Lorient, Les Crucs, une société qui fait de la lactofermentation à côté de Rennes, et puis le chocolatier Frédéric Mar, adepte du cru. Donc, c'est ces personnes-là qui devaient intervenir pendant notre événement. On a fait des interviews sur le blog, donc vous retrouverez un petit peu ce qu'ils nous ont partagé. Je laisse la parole à Claire-Marie qui va vous parler, qui va rentrer plus en détail dans l'étude qualitative. Bonjour à tous. Merci Elise pour l'introduction. Donc, moi, je suis Claire-Marie Lévesque, je suis expert associée au Centre culinaire contemporain et j'interviens en tant que spécialiste des études qualitatives sur tous les aspects d'études dans le processus d'innovation que vous a présenté Elise au début. Ça peut être en recherche d'insight au tout début, jusqu'en bout de chaîne, en test et même post. Voilà. Aujourd'hui, donc sur la crusine, j'ai réalisé une étude exploratoire à base d'entretiens ethnographiques avec voilà sur un temps relativement long, passé au domicile des personnes et puis d'autres interviewées aussi à distance en fonction de différentes contraintes. En tout cas, on a, comme disait Elise, un échantillon de personnes très variées dont le point commun était effectivement de consommer du cru ou en tout cas d'essayer de le faire dans une part importante. Voilà, et donc c'est ça qu'on a exploré. On s'est dit qu'est-ce que ça signifie au quotidien de privilégier le cru, comment on le fait, quelle incidence ça a sur les repas, les aliments, mais aussi la vie sociale notamment. Alors, quand on parle de cru, effectivement, il y a plein d'expressions qui circulent. Alimentation vivante, raw food, c'est un terme anglais, mais qui est très, très utilisé pour parler de ce sujet. Raw, ça ne doit pas forcément être traduit par cru, mais plutôt par brut. On est vraiment dans une recherche d'opposition avec l'univers de l'alimentation industrielle et les produits raffinés et transformés. Donc, c'est cette notion vraiment de brut qui est à retenir dans le cru comme premier élément structurant. Et le second, ça a à voir avec la température. La température de l'aliment, principalement, on va le voir consommer à température ambiante, en tout cas le plus proche possible de ce qu'il est, dans un état très simple. Et puis surtout, une absence de cuisson ou en tout cas une cuisson ou un chauffage, un réchauffage à moins de 42 degrés. 42 degrés, c'est la limite acceptable pour les crudivores. Il peut y avoir aussi, on lit parfois des nuances sur les degrés, ça peut être 41 à 42, mais bon, toujours est-il qu'on va retenir ce référent-là. Le périmètre de l'alimentation vivante, puisqu'on peut l'appeler aussi comme ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cru, ça ne se résume pas à la crudité, à la salade, à la carotte qu'on mange cru comme ça. L'univers, en fait, il est plus vaste. Dans les usages, on s'aperçoit finalement que le cru, il ne se limite pas au cru strict, c'est-à-dire qu'on a des catégories comme le non cru, le non cuit qui entrent en ligne de compte. Le non cru, si on est sur le bas gauche du tableau, c'est tout ce qui va être cuit à température basse, donc à moins de 42 degrés, tout ce qui est également déshydraté, séché.
Là, on n'est plus tout à fait cru, mais on n'est pas cuit, donc on appelle ça le non cru. Et puis à droite, le non cuit, notamment avec la lactofermentation et la germination, qui ne sont pas non plus des formes totalement crues, mais qui ne sont pas non plus dans le cuit. Voilà, donc tout ça pour vous montrer que il y a des polarités, mais les usages, ils s'inscrivent dans un schéma voilà, qui est plus large avec des pôles intermédiaires. Élise, tu voulais rajouter Oui, on quelque chose? avait une question effectivement qui demandait si 42 degrés c'était la température de consommation ou de cuisson maximum. Et effectivement, Frédéric répondait que le seuil de 42 degrés est en rapport avec la dégradation des enzymes. Donc c'était pour apporter une précision effectivement à ces 42 degrés qui peuvent interroger. Merci Frédéric du coup pour la réponse. Alors, donc on va poursuivre. Il y a d'autres questions qui arrivent, mais il y a des questions sur les 42. On pourrait y revenir. Ce que je vous propose, c'est que moi, je vois vos questions qui arrivent. On fera une session de questions-réponses à la fin de l'intervention de Claire-Marie. Donc, on sélectionnera quelques questions pour pouvoir apporter plus de détails. Mais continuez voilà, à les poser en live. C'est très bien comme ça. Merci beaucoup. Voilà, certaines réponses arrivent un petit peu plus tard. Alors, concernant la cuisson, effectivement, pour les crudivores, ce qui est vraiment rejeté, c'est la cuisson qui se référerait à une flamme puissante, au feu, à une chaleur très importante. Ce qui fait que tous les modes de cuisson, on va dire classiques, dont on a l'habitude, le four, la poêle, la cuisson à l'eau bouillante, etc., ils sont bien sûr évités. En revanche, ce qui est intéressant et ce qui nous a surpris dans le discours des consommateurs qu'on a interrogés, c'est qu'ils nous parlaient quand même de cuisson, de cuire. Donc, cuire, par exemple, à température très basse, mais cuire aussi dans du jus de citron en marinade. Ils emploient ce terme de cuire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la cuisson, en tout cas pour les gens qu'on a interrogés, ne s'applique pas à l'eau, c'est-à-dire qu'on peut consommer de l'eau bouillante et se faire par exemple une soupe donc qui serait froide, crue, à base de légumes complètement crus, et puis pour la transformer en soupe au sens habituel du terme, on rajoute de l'eau bouillante, ce qui fait que le breuvage est réchauffé. On peut boire aussi des infusions sous forme de thé, tisane, etc. Certains font du pain Essen. Le pain Essen, c'est un pain qui va être cuit à la chaleur du soleil. Donc, on utilise non pas une flamme artificielle, mais la chaleur du soleil naturel. Et puis, excepté pour les très puristes crudivores, on peut aussi cuire à la vapeur de façon, on va dire, très furtive, qui s'apparente plus à un réchauffage, mais ça peut être aussi complètement toléré et utilisé. Alors, je vous parlais tout à l'heure de germination, de fermentation, de déshydratation. Tout ça, ce sont des techniques qui sont utilisées par certains adeptes du cru végétal, plutôt les plus aguerris, les plus anciens dans la pratique et qui se sont davantage renseignés. Ça nécessite effectivement un certain savoir-faire et accessoirement aussi du matériel, à moins de se tourner vers les offres du marché. Donc, toutes ces offres, elles ont été décryptées dans l'étude sémiologique dont vous parlez, Élise, mais on vous a mis en tout cas 3 produits un petit peu emblématiques qui reviennent très, très souvent. Le kombucha, le kéfir, donc boisson fermentée, et puis des graines germées. En termes de matériel, puisqu'on évacue la cuisson, eh bien, on se passe dans un grand nombre de choses qui encombrent nos cuisines, comme les casseroles, les poêles, les fours, etc. Et en revanche, on s'équipe, beaucoup en tout cas, s'équipe de matériel un peu plus spécifique. Parmi les plus courants, qui ne sont pas forcément réservés aux crudivores, on trouve les extracteurs de jus qui permettent de séparer les fibres contenues dans les végétaux pour ne récupérer que le jus et bénéficier pleinement de l'apport nutritionnel. Le blender, là, qui va être plus pour travailler des textures un petit peu plus épaisses, veloutées, des crèmes d'oléagineux également. Le spiraliseur qui permet, ou la mandoline, ou tous les appareils de taillage qui permettent d'apporter un petit peu de variété, de texture
aux différents végétaux. Le germoir, dont certains sont équipés, qu'on trouve très facilement dans plein de magasins pour réaliser ses propres graines germées. Et puis les déshydrateurs, qui sont un petit peu plus spécifiques, pour réaliser par exemple des fonds de tarte ou des crackers, qui permettent de conserver l'intégrité l'intégrité nutritionnelle. Et puis les omnicuiseurs, pas encore très répandus, mais qui commencent à être vus de plus en plus, qui sont des fours à basse température et qui permettent des cuissons faibles, très faibles, des différents aliments. Voilà, quelques exemples de fiches recettes avec des extracteurs ou des déshydrateurs. Alors, pourquoi manger cru? Quelles sont finalement les motivations qui amènent à ces pratiques-là? Ce qu'on a observé, ce sont des représentations qui sont extrêmement positives, très attractives. On nous parle, surtout dans un contexte de défiance très fort vis-à-vis des aliments transformés, industriels, on nous parle de représentations autour du naturel, du retour à la source, d'être au plus près de la nature, presque du sauvage. Et le cru, en ce sens, il est vraiment perçu comme une source de bienfaits presque originelle. La notion de sain, sain au sens premier, vraiment bon pour la santé. La notion de vrai, d'intact, le vrai produit, le produit qui n'a pas été touché, qui n'a pas été transformé, qui va avec celle de réel. C'est une alimentation vraie, réelle, juste, sûre, authentique. Là, je reprends les mots des différents consommateurs. Et puis, le vivant. On parlait d'alimentation vivante, c'est effectivement un terme qui revient énormément pour qualifier le cru. Ce qu'il faut entendre derrière, et c'est d'ailleurs écrit noir sur blanc, c'est que là où le cru est vivant, le cuit, la cuisson, elle, est perçue comme détruisant. Détruisant, ça veut dire que elle casse les aliments, comme le soulignait tout à l'heure Monsieur Ma aussi, c'est à partir de cette température de 42 degrés qu'on a vraiment une perte des nutriments. Certains même parlent de nourriture morte pour la nourriture, pour les aliments qui seraient cuits. Voilà, donc il y a un imaginaire vraiment très fort de retour aux sources de l'homme cueilleur-chasseur depuis la nuit des temps. Les motivations individuelles qui sont formulées pour raconter comment on est venu au cru, elles sont souvent formulées en termes d'objectifs. C'est-à-dire qu'on ne se met pas au cru comme ça, voilà, sans raison. Il y a vraiment derrière, en premier, très souvent un objectif de santé. Ça peut être pour préserver sa santé en termes de prévention, mais aussi pour réparer. Quand on est, voilà, quand on est malade, quand on cherche à se réparer d'une alimentation qui a pu être par le passé peut-être trop transformée. C'est une motivation qui est très forte. Deuxième motivation, c'est une amélioration de la forme générale. C'est vrai que très souvent, les gens nous disent moi, j'ai essayé, j'ai constaté très clairement que je me sentais plus léger, je digère mieux, ça joue aussi sur mon moral, donc tout va bien. Autre motivation, c'est celle du régime minceur. Tout simplement, on voit que il y a un vrai écho autour de la recherche de la minceur avec ce régime cru. Ça peut être aussi un accompagnement à la performance sportive. C'est une pratique qui est en tout cas qui peut trouver des prescripteurs dans les salles de gym, chez les sportifs de haut niveau qui pratiquent cette alimentation crue. Et puis, ça peut être aussi, de façon peut-être un petit peu plus mineure, mais très, très forte, une mise en action de convictions écologiques tellement forte qui amène à refuser la cuisson et un certain nombre de choses et qui, de fil en aiguille, mènent à une alimentation totalement crue. Alors, qui mange cru? Qui mange cru végétal? Ce qu'on a observé, encore une fois,
Notre échantillon, il était réduit parce que l'idée, c'était d'aller vraiment en profondeur sur les pratiques et d'obtenir une diversité de cas de figure. Et ça n'a pas été forcément très facile de trouver des gens qui étaient vraiment crudivores à 100% et en majorité. Mais toujours est-il que parmi notre échantillon et puis dans toutes les recherches autres qu'on a pu faire par ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a deux grands pôles de profils avec une variété de pratiques graduées entre les deux. Une grosse affinité avec le régime végétarien, végétalien, vegan, ou en tout cas des adeptes du végétal, qui, eux, sont surtout ceux qu'on a trouvés chez les crudivores végétariens stricts, c'est-à-dire 100% de cru, uniquement cru et uniquement végétal. Et puis, à l'autre bout, on a ce qu'on a appelé les flexicrus, qui sont plus dans une optique d'introduire un maximum de cru sans se priver parfois de cuire certains aliments qu'ils nécessitent, et tout en refusant une pratique qui serait trop excluante et trop restrictive. Donc ceux-là, ils ont pas forcément de frein aussi fort à passer la barre des 42 degrés parce qu'ils sont aussi dans une recherche gustative de variété, de goût, de recherche de qualité nutritive de tous les produits. Et on sait que certains développent davantage, en tout cas que la biodisponibilité des nutriments est plus forte par la cuisson dans certains aliments, qui contiennent notamment des lycopènes, qui sont en antioxydants comme dans les tomates ou d'autres, mais qui ont conscience de ça et qui, du coup, refusent consciemment d'éliminer totalement le cuit. Donc, on s'est amusé à reconstituer des personas pour vous donner un petit peu un visage de nos consommateurs. On a, par exemple, Aurore, qui a été un peu la puriste crudivore, 100% cru, 100% végétal, qui est végane déjà depuis 5 ans et qui a jeté toutes ses casseroles et qui est vraiment adepte du cru à 100%. Raphaël, qui a la quarantaine et qui, avec une prise de conscience de l'impact de l'alimentation sur la santé, a décidé que pour préparer l'avenir, ce serait bien pour son corps de manger davantage de cru végétal. Donc, il est sur une expérience relativement récente, mais il y trouve son compte et a l'intention de continuer. Et Stéphanie, elle, qui est une crudivore très récente et qui est venue à ce régime-là dans une recherche au départ de perte de poids. Et aussi pour d'autres problèmes petits problèmes de santé, problèmes de peau, etc. Et de fil en aiguille, elle a décidé de tester ce régime-là. On l'a appelée la testeuse parce que pour l'instant, elle a une expérience qui est trop récente pour pouvoir dire qu'elle va maintenir ce régime. En tout cas, le point commun à tous et aussi aux autres qu'on a pu interroger, c'est qu'on est presque dans un mode de vie. C'est pas qu'une alimentation, c'est-à-dire qu'on observe des pratiques qui nous montrent une recherche d'harmonie globale avec la nature, avec l'environnement, avec son corps, qui se traduisent par des pratiques de consommation de bio majoritairement, voire exclusivement, des approvisionnements plutôt en local ou dans les AMAP au marché, en tout cas avec un lien avec les producteurs assez fort. Ce sont des gens qui nous expriment une sensibilité forte à l'écologie et qui adoptent des pratiques assez avancées en matière d'écologie, de gestion des déchets aussi, d'économie circulaire également. Et puis souvent, ce sont des personnes qui sont assez sportives ou globalement qui font assez attention à leur corps. Ce qu'on observe aussi, et ça c'est encore un des points communs qui nous a, enfin qui n'était pas forcément, qu'on n'avait pas forcément en tête dès le départ, c'est une pratique dont il nous raconte qu'elle est quand même assez excluante. Et quand je vous disais au départ de certaines difficultés à recruter des crudivores dans notre échantillon,
et bien finalement, au final, on s'aperçoit que la moitié sont célibataires ou vivent seuls. Eh bien, ça s'explique largement par le fait que c'est un régime qui, quand il est 100% cru, est relativement excluant, peut être compatible avec une vie de famille, mais sous certaines conditions. En tout cas, c'est une pratique qui est quand même relativement individuelle et potentiellement excluante. On va y revenir un petit peu plus tard. Alors, comment on mange et qu'est-ce qu'on mange quand on est crudivore? Eh bien, surtout, on essaye de privilégier des aliments végétaux crus à l'état brut. Donc, ce qui est privilégié, je vous laisse découvrir le petit tableau. Fruits crus ou séchés, légumes également crus ou séchés ou lacto-fermentés. Hein. Typiquement, le chou fermenté, la choucroute, c'est du chou lacto-fermenté. Des aliments végétaux déshydratés, des oléagineux énormément aussi, tout ce qui va être noix, fruits à coque, amandes, etc. Pour certains, les laits végétaux, même si ils sont assez largement décriés par une partie, mais qui font quand même partie du quotidien de certains. Tout ce qui va être céréales et graines sous leur forme germée, j'insiste bien germée parce que elles ne sont pas cuites pour la plupart. Les graines légumineuses également, sous la forme germée. Des algues qui sont pour l'instant encore assez peu utilisées au quotidien, mais on sent que c'est quelque chose qui est amené à se développer, surtout dans ce régime-là, crudivore. Les lactofermentations, qui peuvent être faites maison. Hein. Il y a des gens qui font leur kombucha, leur kéfir ou qui l'achètent. Le chocolat cru, donc il n'est pas torréfié, enfin en tout cas avec une torréfaction douce. Les huiles de première pression à froid et puis le pain Essam dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un pain cuit à la chaleur du soleil. Donc, on voit qu'il y a des produits quand même qui sont exclus, bien évidemment, parce qu'ils seraient toxiques à être mangés crus. Parce qu'ils contiennent notamment de la solanine ou d'autres substances toxiques. Donc, ça va être les pommes de terre, les tubercules, les aubergines, les haricots rouges crus également, certains champignons, certaines courges, certaines courgettes. Quant aux légumineuses et aux féculents, aux céréales, ils sont totalement exclus par les plus puristes des crudivores, sauf en forme germée. Mais les plus souples, ceux qu'on a appelés les flexicrus, peuvent les consommer ponctuellement sans problème pour accompagner un mets cru. Par exemple, dans une salade, on peut rajouter des lentilles, des pois chiches, etc. Ils consomment aussi cela du pain, donc cuit, plutôt avec parcimonie quand même, et plutôt avec des bases de farine complète ou d'autres alternatives, en tout cas des alternatives au blé. On pense au sarrasin ou à l'épeautre, par exemple. Alors, autre manière de représenter la répartition des différents aliments qui peuvent être consommés, sur un axe cru, cuit et puis animal-végétal. Alors, typiquement, par exemple, vous voyez que un non-végétarien qui mange cru peut très bien manger du poisson cru ou de la viande crue. Le crudivore végétarien, ce qui reste la majorité, donc là on est dans la partie haute à droite du tableau, du schéma, il va être exclusivement sur des fruits et légumes qu'il peut manger crus, sur les oléagineux, les graines et les céréales germées crus uniquement. Et puis le flexi, qui va accepter une cuisson ponctuelle de certains aliments, notamment végétaux, il va beaucoup se reporter sur les légumineuses, comme je disais tout à l'heure, pour agrémenter, apporter de la satiété à un plat principalement à base de cru. Alors, comment mettre en place le régime crudivore? On s'est aperçu que la transition vers ce régime, elle est quand même très facilitée pour les végétariens, les véganes, qui ont déjà l'expérience d'avoir de nombreuses exclusions alimentaires.
la mise en place, elle est beaucoup moins évidente pour les omnivores, y compris les flexitariens qui avaient déjà bien végétalisé leur alimentation. Parce qu'en fait, ça nécessite un certain nombre de prérequis, comme se défaire des réflexes de cuisine traditionnels. Tout bêtement, on enlève du matériel de la cuisine, on oublie de griller, de poêler, de saisir, de chauffer. Tout ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout. On renonce aussi à certains aliments qui pourtant pouvaient être très appréciés et source de plaisir, comme le pain, les pommes de terre. Donc c'est une vraie frustration, en tout cas au début pour certains. Ça nécessite aussi de se documenter pas mal au départ pour savoir quoi manger, comment, et aussi comment limiter les carences. On va revenir sur la question des carences éventuelles, mais en tout cas, c'est une pratique dans laquelle on se lance avec une certaine, il faut une certaine acculturation au départ. Autre difficulté, celle du choix quand on est à l'extérieur, quand on est chez des amis, quand on est au restaurant. Les plus extrêmes mangent cru ou rien, et puis les autres en profitent pour faire des entorses, mais en tout cas, c'est clairement une difficulté. On s'éduque aussi quand on devient crudivore à des nouvelles formes à des nouvelles manières d'atteindre la satiété. On mange différemment, on va voir comment. On apprend aussi des nouveaux goûts sous la forme crue. On apprend à son palais à s'habituer à des aliments qu'on avait l'habitude de manger cuits, mais qu'on découvre crus. C'est aussi un apprentissage dans la manière de s'approvisionner qui est un petit peu différente. Il y a une vraie problématique de stockage parce qu'on est sur du frais exclusivement. Le frais, c'est pas ce qui se conserve le mieux. Donc, il faut vraiment gérer ça. Idéalement, on mange les produits à maturité. Donc, il faut les surveiller, il faut les observer, il faut les manger quand ils sont bons à manger. Et donc, voilà, ça crée une vraie source d'apprentissage. Et puis, quelques inconvénients aussi qui ont été très largement relayés par les crudivores, notamment au début de leur pratique, hein. C'est une digestion difficile, des ballonnements en phase d'adaptation de l'organisme. Donc voilà, c'est un régime qui requiert quand même un certain effort de mise en place au début, mais qui par la suite, on va le voir, apporte non seulement des bénéfices, mais surtout est jugé très peu contraignant en termes de préparation. Je poursuis sur les difficultés parce que c'était la période de l'étude, en fait, c'était janvier-février. Il faisait froid, très froid, et manger cru en hiver, ça a été quand même assez souvent signifié comme la frustration principale. C'est un régime qui est beaucoup plus facile à mettre en place quand il fait 42 degrés dehors. Pour se réchauffer, plusieurs astuces sont utilisées. Il y en a beaucoup qui commencent leur repas par une boisson chaude ou qui l'accompagnent au fil du repas, avec des thés, des infusions, peu importe, mais quelque chose de très chaud. Ça peut être, on l'a vu tout à l'heure, un ajout d'eau chaude dans une soupe crue froide. Et puis, ça peut être l'utilisation d'épices. Donc là, on est plus sur un chaud en termes gustatifs, avec du piment ou des épices un petit peu enveloppantes qui peuvent avoir un effet un petit peu psychologique aussi. Voilà. Et puis les flexi-crus, donc les moins, comment dire, les plus souples dans leur pratique, disent quand même qu'en hiver, ils ont quand même tendance à tiédir un petit peu certains aliments, voire à cuire. Ce qu'on observe dans le quotidien des adeptes du cru, c'est un assouplissement. On peut parfois même parler de déstructuration des repas. C'est-à-dire que les habitudes autour des prises alimentaires, elles se sont très largement assouplies. Certains ont complètement supprimé le petit déjeuner. Certains sont sur le one meal day, ne mangent qu'une seule fois par jour. La collation, elle est souvent prise en plus des repas pour tenir, hein. Ils nous disent
C'est vrai que le sentiment de faim peut revenir assez vite et donc quelques amandes ou une pomme, c'est souvent, sont souvent prises au cours de la journée. Et puis certains, là, c'est plus rare, mais ça mérite quand même d'être souligné. Certains pratiquent une alimentation un peu à la demande, toujours dans une très forte écoute de leur corps. Ils nous disent on mange quand on a faim, on est à l'écoute de nos besoins. Voilà, ça c'est un petit peu plus particulier, mais on l'a vu aussi. Certains pratiquent le jeûne intermittent, assez souvent, en tout cas assez régulièrement. Et puis plus rarement, certains pratiquent l'alimentation avec un aliment unique. Donc ça veut dire que, par exemple, le mardi à midi, ils vont manger que des pommes. Et puis le soir, que des bananes. Et voilà. Donc c'est un petit peu particulier. Ils le font pas sur le long cours, mais c'est une pratique qu'on a observée aussi. Je voudrais juste revenir sur la question de la satiété. En fait, sur la satiété, on a observé deux manières d'approcher cette question, enfin en tout cas des pratiques qui montrent deux aspects. Soit les quantités peuvent être assez importantes et on atteint la satiété par la quantité. C'est notamment le cas pour les puristes, les 100% crus végétariens qui mangent pas mal de produits, en plus de manière très décomplexée parce que quand c'est cru et quand c'est végétal, on n'a pas de culpabilité à se dire je suis en train de manger beaucoup. Donc ils atteignent, eux, la satiété plutôt par la quantité. Et puis au contraire, on a certains qui, plus ou moins naturellement, plus ou moins spontanément, ont réduit leur bol alimentaire et qui du coup ont une satiété, enfin, atteignent le niveau de satiété beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est notamment les flexi crus, qui introduisent des protéines animales ou végétales en petite quantité. Donc, vous voyez, il n'y a pas vraiment de règles, en fait, dans les manières d'organiser ces repas et les prises alimentaires, ni les quantités. Ça reste quelque chose d'assez individuel. Chacun expérimente un petit peu et trouve ce qui lui convient en fonction de ses besoins. Et c'est encore une fois très en accord avec les motivations de départ qui sont d'être en accord avec soi-même, avec ses besoins, son environnement, etc. Alors, quelques repas types quand même pour essayer de visualiser un petit peu à quoi ça peut ressembler. Petit déjeuner, par exemple, un fruit frais, quelques fruits secs, un smoothie, un thé, une infusion de plantes ou de fruits. Le déjeuner, c'est souvent, très, très, très souvent même, un plat composé. Alors on appelle ça salade parce que c'est souvent effectivement des crudités ou soupe. On remarque une dominance assez forte du one bowl, du plat unique avec plein de goûts, de textures, de couleurs différentes dedans. En tout cas, l'archétype de l'assiette creuse bien remplie est très fort et très répandu. Une collation, on en a parlé tout à l'heure, souvent des fruits frais ou des fruits secs. Et puis le dîner, on revient un petit peu sur ce qu'on peut trouver au déjeuner. Ce qui a été assez frappant, c'est que finalement, il y a assez peu de différence entre les différents repas, notamment entre le déjeuner et le dîner. Très peu de différence en termes de type d'aliments et de composition des menus. Il y en a beaucoup moins que dans un régime, on va dire, omnivore classique. Alors, il y a énormément de livres qui existent sur le cru, sur la manière de cuisiner cru, de manger cru, de trouver des recettes, etc. Comme je vous disais, on est un peu obligé de s'informer quand on décide de manger cru parce que les référents sont pas les plus courants. Donc, ils s'inspirent énormément voilà, par exemple, de livres comme ça, avec quelques exemples de recettes qu'on vous a indiquées là. Donc, par exemple, des chips de choucal, une salade de courgettes crues, soupe de brocoli, épinards ananas, tartare pour les amateurs de poissons crus, taboulé de chou-fleur où les grains de chou-fleur remplacent, en tout cas en texture,
et en volume la semoule ou les graines, un ceviche. C'est valable aussi pour les desserts. On peut bien sûr cuisiner cru. On peut faire à peu près tout ce qu'on veut en cru. Et par exemple, des tartelettes. Je vous ai mis un extrait de recette qui indique que pour faire un fond de tarte cru, on peut mixer des cerneaux de noix avec éventuellement des graines de chia, mais aussi surtout des dattes qui permet d'obtenir une pâte qui crée un appareil avec une certaine rigidité pour faire fonction de fond de tarte. D'autres exemples ici, de très belles photos. Deux manières de faire dans les recettes. Ce qu'on observe, c'est soit des analogies avec le cuit, c'est-à-dire on va faire des lasagnes mais crues, on va faire des tartes mais crues. Enfin, on prend toujours le référent et puis on essaye entre guillemets, de reproduire en cru. Et puis, il y a aussi des recettes qui s'affranchissent totalement du référent cuit et qui sont inédites et peut-être plus créatives. Alors, en termes d'impact et d'abandon ou pas de certains aliments, ce qu'on observe dans les recettes des crudivores, c'est un délaissement très net du sucre et du sel au profit plutôt d'aromates, d'olives coupées qui sont plus naturellement salées, ou encore d'épices. Une forte utilisation aussi d'huiles végétales variées de tout type. La fabrication ou la consommation toute faite de purées d'oléagineux, purée de cacahuètes, purée d'amandes par exemple, qui vont avoir plutôt une fonction de sauce, qui vont être là pour apporter du crémeux, de la gourmandise. Ça va être aussi un assaisonnement avec des produits crus directement pour apporter de la couleur et de la texture. On va tailler d'une certaine manière, par exemple, des carottes pour apporter du croquant. On va mettre sur sa salade des chips de fruits déshydratés, des noix, etc. Plus minoritaire, les algues, on en parlait tout à l'heure, algues déshydratées, qui peuvent être utilisées. Et puis certains, pour les plus pointus de ceux qu'on a rencontrés, utiliser des pétales de fleurs comestibles pour des repas un petit peu plus festifs. En termes de boissons, c'est assez centré sur l'eau, principalement filtrée. Alors bon, sur l'eau, c'est pas un sujet qu'on a vraiment creusé, mais on a trouvé, en tout cas dans ceux qu'on a interrogés, certains qui consommaient tout simplement de l'eau du robinet, eau de robinet filtrée, en mineur, parce que pas très en accord avec les convictions écologiques, mais parfois pratique, la bouteille d'eau minérale. Tout ça pour faire des infusions de fruits, d'eau aromatisée, des thés, des tisanes en abondance. Voilà, pour ajouter aussi dans les smoothies, faire son kombucha. Ce qu'on a observé sur cet échantillon, encore une fois, c'est très peu, voire pas du tout d'alcool. Sur l'ensemble des personnes qu'on a interrogées, il n'y en a qu'une qui nous disait oui, de temps en temps encore, je prends un verre d'alcool. Alors, les impacts, justement. Les impacts sur l'adoption d'un régime cru, c'est un vrai nouveau plaisir de cuisiner. Il nous parle d'un gain de temps, voire d'une diminution de la charge mentale qui serait liée à la préparation des repas. Ils se sentent, pour beaucoup, libérés de la technicité de la cuisson, de devoir suivre une recette, voilà, le cru, il est vraiment perçu comme simple à cuisiner, il n'y a pas d'erreur possible et ça laisse une grande place à la créativité. Ils se sentent aussi libérés d'automatisme dans la préparation des repas et beaucoup nous parlent d'instinct. C'est aussi quelque chose qu'on a retrouvé en interviewant les professionnels sur le cru. On est très proche du produit et donc on dialogue avec lui. On partage quelque chose et on est vraiment invité par le produit à aller plus loin dans sa créativité. Et ça, c'est quelque chose que même les consommateurs ressentent fortement. Ils en tirent un vrai plaisir de faire. Certains parlent même d'un moment pour eux, presque en communion avec le produit. Et aussi, ils ont l'impression, le sentiment
à travers cette pratique-là, cette préparation des produits crus, d'être dans le respect de leur forme brute, dans le respect de la nature, et du coup aussi d'être plus en accord avec leurs aspirations, d'être plus en harmonie avec la nature. Alors, les impacts sur le goût et sur la digestibilité et la satiété aussi. Encore une fois, le plaisir gustatif, beaucoup nous disent qu'il est renforcé. D'abord parce que ils se disent qu'ils sont en train de manger un vrai produit bien réel, bien intact, non transformé, et donc ça procure une vraie satisfaction. Et aussi tout simplement, de façon très pragmatique, le fait que en éliminant un certain nombre d'ajouts, ils sont plus en contact avec ce goût cru qu'ils peuvent redécouvrir. Et aussi la recherche de variété, puisque beaucoup d'aliments sont évincés, bien on va aller chercher une grande variété, beaucoup plus que la variété d'un omnivore avec les légumes. Ils vont par exemple manger de la betterave crue, du navet cru, qu'ils avaient plutôt l'habitude avant de consommer cuit. Dans les manières de manger, ce qui est assez frappant et très unanime, c'est le fait que quand on mange cru, on mastique davantage. Et ça permet notamment de mieux digérer. Mais ça, c'est la conséquence. La raison première, c'est qu'on est sur des textures qui sont plus rigides. Et puis, ils nous disent aussi, on mange plus lentement. Et ça permet bien sûr aussi de ressentir différemment, de mieux ressentir la satiété. J'avance sur la satiété parce qu'on en a parlé tout à l'heure. En termes de carence, c'est évidemment un sujet qui a été abordé. Volontairement, on ne l'a pas induit, c'est-à-dire que on a laissé les gens venir nous parler de ça ou pas. Et il s'est avéré effectivement que certains étaient très sensibles au sujet, d'autres pas du tout, mais certains oui, avec quand même une attention à ces sujets-là, et qui aboutissait pour certains à la supplémentation, notamment chez les plus puristes. La supplémentation en B12, en calcium, en magnésium, en fer, en vitamine D et en zinc, ce qui fait pas mal de choses, mais voilà, c'est des pratiques qu'on a vraiment observées chez les plus puristes. Autre aspect très fort qui nous a marqué dans cette étude, c'est que le crudivorisme, c'est un régime, si on peut l'appeler comme ça, qui est très excluant. L'approche individuelle, elle est très très forte. C'est assez compliqué de emmener tout son entourage et toute sa famille à manger uniquement cru, et a fortiori cru végétal. Donc, il y a une zone de compatibilité qui est que globalement, il y a une tendance à manger davantage de végétal, et donc à introduire aussi un peu plus de cru. Donc, il y a une zone qui reste acceptable pour la famille et qui permet de partager un certain nombre de plats. En revanche, parfois, ce n'est pas du tout possible, et notamment pour les plus puristes des crudivores, il peut arriver qu'ils prennent leur repas en face du reste de la famille, mais avec une assiette qui est complètement différente. Donc, ce qui est à retenir de ça, c'est que la dimension sociale du repas, elle ne fait pas vraiment partie de l'expérience crudivore. Voilà, on arrive sur deux derniers slides un peu de bilan. C'est une démarche, en tout cas, c'est une pratique qui est plutôt satisfaisante, et pour laquelle les gens qu'on a interrogés n'ont pas du tout envie de revenir en arrière. Beaucoup nous parlent vraiment de façon très convaincue de la manière dont ils trouvent leur compte dans ce régime-là, notamment en termes d'effets sur leur corps, sur leur forme, et aussi sur leur état psychologique, de façon très, très holistique.
Alors, les seuls peut-être dans les différents personas qu'on a proposés au début, qui sont les plus hésitants, ce sont ceux qui viennent au régime crudivore avec une motivation de régime, qui sont vraiment là en mode découverte et qui ne sont pas du tout certains de pouvoir maintenir ça sur la durée. Autre point commun, c'est une démarche qui est apprenante dans le sens où ils se donnent tous comme objectif d'améliorer leurs connaissances sur le sujet du cru. Comment mieux manger cru, comment varier, comment obtenir le meilleur des différents aliments, comment éviter les carences, etc. Il y a un vrai besoin de s'informer. Et puis, comment augmenter la diversité pour que ce plaisir-là de manger cru puisse tenir sur le long terme. Les points de douleur, on l'a vu, hein, c'est les contextes de sociabilité où la frustration ou le sentiment de ne pas pouvoir faire comme on veut peut être compliqué à gérer. Et puis, la deuxième frustration, elle est liée à cette catégorie d'aliments que sont les légumineuses, les céréales, qui vraiment sont à chaque fois citées comme étant les évictions les plus frustrantes et les plus compliquées à réaliser. Et au final, pour beaucoup, l'intérêt du crudivorisme, c'est que ça reste une voie, même s'ils ne sont pas des puristes à 100%, ça reste une voie très intéressante pour végétaliser son alimentation et la vivifier dans un objectif de santé, de prévention, d'harmonie avec la nature, d'éviction des produits transformés, etc. Et ils se sentent vraiment acteurs de leur alimentation et ils se sont invités à être plus créatifs dans leur préparation de plats. Voilà pourquoi le concept de cuisine végétale prend tout son sens. C'est vraiment ces deux mots à retenir, peut-être, c'est la notion de vivante et créative. Merci Claire-Marie. Je voulais vous parler rapidement, mais sans rentrer dans le détail, de l'analyse sémiologique qui a été faite pour vous faire un petit peu de teasing de ce que vous allez retrouver dans le contenu premium que vous allez pouvoir télécharger sur le blog. Effectivement, en complément de cette étude qualitative, on a vu qu'il y avait une multitude d'offres sur le marché qui portaient des allégations crues. On voit qu'on a une vraie réponse des industriels à cette forte tendance autour du cru, avec des promesses fortes d'aliments crus, d'aliments bio, des choses qui vont souvent de pair. Donc voilà, on a vu dans notre analyse qu'il y avait plein de choses qui se jouaient autour de ça. On ne peut malheureusement pas vous présenter tout le détail de cette étude et de cette analyse sémiologique aujourd'hui. Je vais vous envoyer un petit questionnaire de satisfaction si vous souhaitez qu'on approfondisse ce point, s'il y a un intérêt pour effectivement repasser 1 heure sur les offres du marché, on peut le faire. Je vous laisserai me l'indiquer. Mais en tout cas, voilà, vous voyez ici qu'il y a plein de choses à explorer. En tout cas, notre analyse sémiologique a analysé à peu près une centaine d'offres du marché. Donc voilà, c'est très riche. On va passer rapidement à la session de questions-réponses, mais je vois l'heure qui tourne, donc je voulais juste vous signaler que le contenu va être en ligne dans quelques minutes. Je vous enverrai tous les liens pour que vous puissiez le télécharger. Et puis, vous retrouverez donc le e-book qui comprend donc tout ce que Claire-Marie vient de vous présenter, plus la sémiologie, et les interviews de professionnels avec les Cruc et le chocolatier Frédéric Marc qui se sont prêtés qui ont répondu à nos questions. Et puis, vous aurez aussi, alors plutôt en début de semaine prochaine, un zoom sur les graines germées. On avait prévu donc pour l'événement physique de faire une exposition sur les graines germées. Vous la retrouverez donc en ligne avec notamment plein d'idées recettes. Alors, on va passer rapidement sur les questions-réponses. On a eu des questions sur la digestibilité du tout cru. Je pense qu'on y a plus ou moins répondu. Effectivement, Claire-Marie, je te laisse en reparler si tu le souhaites. Oui. La digestibilité, en fait, les gens nous parlent d'habituation du corps à l'alimentation crue. Donc, effectivement, au début, elle est plus compliquée. Et puis, avec le temps, ça ne semble plus être un problème majeur. Et en tout cas, les pratiques associées à ça, c'est mastiquer plus longtemps, saliver et aussi des associations d'aliments qui entre eux permettent
une meilleure digestibilité. Là, c'est un peu plus technique et ça demande à s'informer, mais certains vont dans cette voie-là. On avait des questions aussi sur les carences. Donc, comme vous l'avez vu, effectivement, il y a des supplémentations qui sont nombreuses. Et s'adapter à tous les organismes. Alors là, il nous aurait peut-être fallu l'avis du nutritionniste. Je te laisse compléter, Claire-Marie. Non, sur la question précédente aussi, en fait, Ouais. à notre niveau, on n'est pas médecin. Bon, il y a des interviewés qui nous ont dit qu'ils se faisaient régulièrement faire des prises de sang pour vérifier l'état en termes de carence et que certains arrivaient sur des supplémentations conseillées par leur médecin. Ce qui ne remet pas du tout en cause leur pratique et leur conviction de manger uniquement du cru. Donc là-dessus, oui, j'ai pas de réponse à part celle des pratiques. Idem, est-ce que cette alimentation est adaptée aux enfants? Alors, on ne peut pas répondre nous d'un point de vue nutrition médicale. Ce qu'on a observé, c'est que certains initiaient les enfants au cru, mais c'était plus une manière de végétaliser leur alimentation et de les sensibiliser aux produits frais que vraiment d'essayer de les faire manger crus. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on entend par chocolat cru? Donc là, je pense que Frédéric Mar, que l'on a interrogé, pourrait mieux répondre que moi à cette question. En tout cas, vous retrouverez son interview sur le blog. Mais voilà, un chocolat cru, effectivement, c'est une fève de cacao qui n'est pas torréfiée, mais qui est fermentée, lavée, puis séchée. Voilà, je vous invite vraiment à regarder sur notre blog son interview. Et puis, si vous avez l'occasion, à goûter du chocolat cru, parce que voilà, c'est une expérience qui est intéressante. Les vinaigrettes pour assaisonnement sont acceptées dans le régime? Oui. Huile, vinaigre, citron, oui, bien sûr. Et qu'en est-il de la congélation? Alors, il fait un peu débat, en tout cas au sein de ceux qu'on a interrogés. Elle est rejetée un peu au même titre que la cuisson par certains qui considèrent que ça peut casser les aliments, etc., voire les tuer, voilà. Mais pour certains, c'est aussi quand même enfin, pour les plus souples, c'est quand même une manière de conserver certains aliments frais. En tout cas, c'est pas une pratique ce sont pas des pratiques très fortes du tout, loin de là. C'est-à-dire que les aliments, ils sont plutôt consommés dès l'achat, à la minute, stockés très peu de temps et pas du tout dans une logique de congélation ou surgélation. On revient sur la typologie de notre échantillon. Oui, alors dans le détail, on avait 5 femmes, 3 hommes. Ils étaient âgés entre 25 et 50 ans, répartis de façon un peu disséminée dans cette tranche d'âge-là. On voit quand même autour de un pic, enfin en tout cas, une majorité autour de 40-45 ans, qui peut correspondre aussi à des prises de conscience en termes de prévention santé, d'avancée de parcours et de définition des goûts un peu plus forte. On avait une variété de compositions de famille, mais comme je l'ai dit, le sujet a fait qu'on a quand même la moitié qui sont célibataires, vivant seuls. Pas forcément célibataires, mais vivant seuls. Et puis, on avait une répartition France entière, donc avec Paris, région parisienne représentée, Lyon, Toulouse, Lille et Rennes également. On a une question. Alors, je ne sais pas si les questions s'affichent bien pour tout le monde. Là, la question, c'est avez-vous des retours d'expérience de personnes qui suivent ce régime depuis plusieurs années, plus de 5 ans? Oui, il y en avait 2 dans l'échantillon des plus anciens, dont une depuis plus de 10 ans. Ce sont souvent les plus convaincus, les plus puristes et les plus aguerris aussi, les plus avancés dans la recherche de recettes, de combinaisons d'aliments, etc. Ils ont un discours presque spécialiste. Mais voilà, c'est pas. Et à l'inverse, on trouve des gens qui ont débuté il y a 1 mois, 2 mois. Non, peut-être pas si peu, mais je crois que c'était 4 mois le moins, et voilà, qui sont encore, on peut dire, en phase d'essai. Urbain et ruraux, Claire-Marie, Il y avait les deux. deux, ouais, il y avait les deux effectivement. C'est et des urbains et des ruraux. C'est-à-dire que quand on est à la campagne, très clairement, il y a un mode de vie qui va avec et ça va très bien avec le crudivorisme. Et quand on est urbain aussi, ça va très bien avec parce que
on se replie sur une alimentation très, très nature et très saine dans un environnement qui peut l'être un peu moins. On a une question aussi sur les troubles du comportement alimentaire. Est-ce que dans nos 8, il y avait des gens qui présentaient des troubles du comportement alimentaire? Non, alors, en tout cas, pas au moment de l'interview, et en tout cas, ils m'en ont pas parlé, donc je sais pas. Ok, très bien. Je vois l'heure qui tourne. On ne veut pas trop vous prendre de temps. Juste sur une dernière question, quelle est la croissance de ce type d'alimentation? On avait aussi une question sur le pourcentage de personnes qui suivaient ce régime. Très honnêtement, on n'a pas un chiffre exact à vous communiquer sur le cru végétal. C'est encore des choses qui sont assez émergentes. En tout cas, quand on voit le nombre d'offres du marché qui émergent voilà, dans les magasins spécialisés et même dans les magasins généralistes, on sent que qu'il y a une croissance forte de ce type d'alimentation. Mais c'est du ressenti, c'est de la tendance, donc je n'aurai pas de chiffres précis à vous donner. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Donc, c'était une première pour nous. En tout cas, on est prêt à continuer sur ce format-là s'il vous convient. Donc, je vous envoie toutes les informations par mail et n'hésitez pas à nous faire vos retours. C'est important pour nous. Merci beaucoup. Très bonne journée.